Monsieur le conseiller régional, donc délégué à la politique de l'énergie et à la transition énergétique des Hauts-de-France, Madame la sous-directrice en charge de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques à la Direction générale de l'énergie et du climat, Madame l'adjointe au sous-directeur en charge de la bioéconomie à la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, messieurs les présidents et directeurs généraux de l'ADEME, de GRT Gaz, de GRDF, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bienvenue donc à ces toutes premières assises du gaz renouvelable, organisées donc par le syndicat des énergies renouvelables en partenariat donc avec l'ADEME et le club biogaz AT2E. Ce sera pour nous l'occasion de nous rendre compte à quel point les différentes valorisations énergétiques, chaleur, électricité, transport, issues de la production du biogaz se sont définitivement inscrites dans le paysage énergétique français. Mais ce sera également l'occasion d'analyser et de mesurer les étapes qu'il nous reste à franchir, et Dieu sait si elles seront périlleuses. Je suis très content d'inaugurer ces premières assises en marge du salon Expo Biogaz qui, lui, est devenu l'un des rendez-vous de référence des acteurs de la filière en France, agriculteurs, éleveurs, industriels du secteur de l'agroalimentaire, professionnels du traitement des eaux, des déchets, professionnels de la filière transport, de la filière énergie, représentants de collectivités. Cette année 2019 nous permet de nous rencontrer et de faire le point sur cette filière dans une des régions les plus engagées et qui fait figure d'exemple en matière de méthanisation. J'ai nommé donc les Hauts-de-France. Quelques mots sur le projet de PPE, donc de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il faut saluer donc les progrès de ces dernières années réalisés conjointement par l'État et les acteurs de la filière. Je tiens cependant à rappeler que cet événement se tient dans un contexte particulier pour le gaz renouvelable. La préparation et la consultation donc de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera soumise très prochainement aux derniers arbitrages et dont le projet présenté en janvier dernier, a fixé, s'agissant du gaz renouvelable, des objectifs qui sont en deçà des attentes des professionnels de la filière et en deçà des capacités de cette jeune filière française en pleine croissance aujourd'hui. Sur la PPE, un premier constat d'ordre général, mais pour lequel on peut tirer des conclusions concernant le gaz renouvelable. Le projet de PPE montre que la France va pouvoir profiter des efforts réalisés au cours des 20 dernières années. Le soutien public assez conséquent donc, qui a été apporté aux énergies renouvelables durant cette période a porté ses fruits et s'avère être aujourd'hui un investissement extrêmement stratégique. Notre pays peut en effet se reposer désormais sur plusieurs filières énergie renouvelable très compétitives. Cela montre que le soutien public est efficace et permet d'accompagner les différentes filières sur leur courbe d'apprentissage, sur leur courbe de baisse des coûts. Il est donc important que la PPE donne la visibilité nécessaire aux filières en voie de développement ou en pleine croissance afin qu'elles puissent, elles aussi, engager leur baisse de coûts. À cet égard, dans le domaine du gaz renouvelable, qui constituait, il faut le souligner, une des grandes avancées de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec un objectif de 10% de gaz renouvelable à atteindre dans la consommation globale en 2030, le syndicat déplore des perspectives amoindries qui sont données avec des objectifs énergétiques en baisse par rapport à l'actuel PPE, et une trajectoire de réduction des coûts qui ne tient pas compte des réalités du marché et du terrain. Les multiples externalités positives du biométhane
ne semble pas avoir été prise en compte non plus. Diversification de revenus pour le monde agricole, traitement de déchets organiques, développement d'une filière industrielle, aménagement du territoire, et j'en passe. Ce manque d'ambition est surprenant au moment où, comme le montrent les récentes données du tableau de bord publié par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour le premier trimestre 2019, la filière poursuit sa forte dynamique. La PPE est un acte fondamental car elle apporte de la visibilité et permet, en inscrivant des objectifs chiffrés sur le court et sur le moyen terme, couplés à des engagements concrets de la part de l'État, de bâtir de vraies filières industrielles. C'est sur cette capacité à apporter des signaux forts que le syndicat, aux côtés des autres acteurs des gaz renouvelables, a analysé le projet publié par le gouvernement et qu'il a, lors de ces derniers mois, formulé des propositions alternatives afin que la méthanisation se développe réellement en parcourant une courbe de réduction des coûts plus réaliste. Nous souhaitons en particulier que le projet de PPE puisse évoluer sur les points suivants. D'abord, le projet de PPE doit maintenir une trajectoire de 8 TWh annuels de gaz renouvelable injectés en 2023, soit l'objectif qui est défini dans l'actuel PPE. Ce volume est en effet nécessaire pour garantir un flux annuel de projets à même d'accompagner la filière sur sa courbe de baisse des coûts et permettre aux projets déjà engagés de se réaliser. Cette visibilité sur la première période de la PPE est également indispensable pour apporter la confiance nécessaire aux investisseurs et aux banquiers qui financeront ces projets. Ce volume de 8 TWh est par ailleurs tout à fait réaliste. L'équivalent de près de 15 TWh de projets a été réservé à ce jour dans le registre de gestion des capacités d'injection, soit près de 2 fois l'objectif de la PPE, même si nous sommes évidemment conscients que la totalité de ces projets ne seront pas nécessairement réalisés. Deuxième point, le projet de PPE doit définir une trajectoire de baisse des coûts plus réaliste. Les objectifs de 67 € par mégawattheure en 2023, comparé à 95 aujourd'hui, et de 60 € par mégawattheure en 2028, représentent une baisse trop rapide et nous avons, conjointement avec l'ensemble des acteurs de la filière, fait des propositions au gouvernement afin d'identifier les différents leviers qui permettront d'abaisser les coûts de la filière sur une trajectoire plus durable. Troisième point, nous souhaitons que la procédure d'appel d'offres ne soit introduite que progressivement pour les projets pour lesquels ce mécanisme est réellement pertinent. Il s'agit tout d'abord des projets dits atypiques, c'est-à-dire notamment des installations existantes en cogénération qui souhaiteraient passer à l'injection. Il s'agit ensuite des projets de plus grande taille, ayant une capacité d'injection supérieure à 30 GWh par an. La définition d'un périmètre clair pour les projets sous appel d'offres doit ainsi permettre aux projets agricoles et aux projets territoriaux de continuer à se développer dans le cadre du tarif d'achat. Enfin, ces évolutions doivent nous permettre de nous inscrire pleinement dans l'objectif défini par la loi de transition énergétique, soit 10% de gaz renouvelable d'ici 2030. Nous proposons donc de respecter la loi. Nous espérons que les prochains arbitrages sur la PPE sauront refléter ces grandes priorités. Au-delà de la PPE, le secteur du gaz renouvelable représente une belle opportunité industrielle et un atout pour nos territoires. Cette opportunité industrielle est d'ailleurs l'un des objectifs du comité stratégique de filière, industrie des nouveaux systèmes énergétiques, qui a fait l'objet, entre les acteurs privés et l'État, d'un contrat de filière qui a été signé
le 29 mai dernier, donc par les représentants de la profession des nouveaux systèmes énergétiques. Donc il s'agissait de la présidente Isabelle Kocher d'Engie et de la vice-présidente Sylvie Géano d'Alkia, d'une part, et d'autre part, des ministres de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Ce contrat identifie une série d'engagements très concrets visant à accélérer le développement et la structuration d'une filière industrielle dans le secteur gaz renouvelable. Je voudrais souligner en particulier 3 actions phares qui ont été identifiées sur le thème de la méthanisation. D'abord, la structuration industrielle de la filière en accompagnant les acteurs créateurs de valeur ajoutée industrielle en France dans l'accélération du développement de la filière méthanisation afin qu'ils prennent une place de choix sur le marché. Le syndicat a été désigné comme copilote de cet axe de travail. Deuxième axe, la valorisation et la monétarisation de tous les services rendus, ce que l'on appelle également les externalités positives pour la filière. Les travaux sur ce sujet ont déjà débuté dans le cadre de ce comité stratégique de filière. À ce stade, une cartographie de toutes les externalités a été réalisée sur la base de la littérature scientifique. 4 externalités ont été identifiées comme prioritaires. Bien entendu, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'impact sur la qualité de l'eau, les charges liées au traitement des déchets et la résilience des exploitations, notamment agricoles. Chacune de ces externalités fera l'objet d'un programme de travail dédié à partir de septembre de cette année, avec l'objectif d'aboutir à des conclusions d'ici 2021. Troisième point que je voulais citer, un plan d'action structurant en faveur de la baisse des coûts de production de la filière, structuré autour d'une vingtaine d'axes de travail regroupés en 4 programmes. La baisse des coûts d'investissement, donc des CAPEX, l'optimisation des coûts de fonctionnement, les OPEX, augmentation des performances des installations et finalement réduction du coût de financement. Ce plan sera mis en œuvre dès 2019. En parallèle, et afin de pouvoir mesurer concrètement les progrès réalisés, un suivi du contenu local des projets sera réalisé. Toutes ces actions convergent vers un seul et unique objectif, celui de rendre la méthanisation compétitive à l'horizon 2030 en créant simultanément une offre technologique et industrielle en France. Ces travaux s'inscrivent dans la prolongation du groupe de travail mis en place par Sébastien Lecornu, auquel je voudrais rendre hommage, et poursuivi aujourd'hui par Emmanuel Vargon. Donc, groupe de travail dont plusieurs mesures annoncées en 2019 ont été déjà mises en œuvre au cours de ces derniers mois, notamment le droit à l'injection, la raréfaction, etc. Le syndicat est de son côté en charge d'une action précise identifiée par le groupe de travail, la mise en place d'un portail national sur la méthanisation. Nous avons organisé donc la consultation de toutes les parties prenantes de la filière en lien étroit avec les pouvoirs publics et l'ADEME, et nous souhaitons aboutir sur ce portail d'ici à la fin de cette année. Enfin, en parallèle de tous ces travaux, un élément qui est peut-être encore plus fondamental est de clarifier le cadre de soutien économique à la filière, tant pour les projets en tarif d'achat que pour les projets qui seront soumis aux appels d'offres. Nous avons eu de premiers échanges avec les services de l'État et souhaitons vivement, et je n'en doute pas, que cet échange puisse se poursuivre dans les prochaines semaines afin que les acteurs de la filière puissent être pleinement associés à la définition de ce cadre économique. En conclusion, tous ces différents sujets seront abordés plus en détail lors de cette matinée qui vous a été présentée par Juliette Talpin et qui seront, autour de 2 tables rondes, qui seront complétées par un regard croisé lors duquel seront présentées les nouvelles voies de production de gaz renouvelable.
Il n'y a pas que la méthanisation et l'état d'avancement de ces différentes technologies. La première table ronde, quel rôle pour le gaz renouvelable dans la construction du nouveau modèle énergétique français, va nous permettre d'aborder les efforts entrepris depuis plusieurs années par les acteurs de la filière pour développer et valoriser le gaz renouvelable sur les différents segments de marché. Les intervenants feront le point sur l'état de l'art d'aujourd'hui et sur le soutien encore nécessaire de l'État pour asseoir et renforcer cette filière. La seconde table ronde intitulée « Quels services les gaz renouvelables apportent-ils au territoire ?» rappellera les nombreux atouts du gaz renouvelable, les fameuses externalités, énergie renouvelable, mais aussi solutions de valorisation locale des déchets, source de revenus pour les agriculteurs et les territoires, créateurs d'emplois et producteurs de matières fertilisantes pour les terres agricoles. Sur ce dernier point, laissez-moi vous rappeler le rôle essentiel du digestat, qui est donc le coproduit de la production de biogaz par méthanisation. En effet, la valorisation d'un digestat de qualité est en effet indispensable pour le développement de la production de biogaz et contribue à l'équilibre économique d'une unité de méthanisation, mais également à l'acceptation de ces projets sur le terrain. Enfin, avant de se plonger dans le contexte français, nous prendrons du recul et regarderons ce qui se passe ailleurs en Europe. Je vous souhaite de très fructueux échanges au cours de cette matinée et je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Louis Bal. Merci. Donc nous sommes dans les Hauts-de-France, région dynamique et même leader pour la méthanisation. Nous sommes accueillis par Frédéric Nious, donc, qui est conseiller régional délégué à la politique de l'énergie et à la transition énergétique donc, de la région Hauts-de-France. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les Hauts-de-France. Monsieur le Président, messieurs les représentants de l'ADEME, mesdames les représentantes de l'État, mesdames et messieurs les représentants des partenaires et autres personnes intéressées par ce sujet, bienvenue en Hauts-de-France. Alors je tiens à remercier particulièrement l'implication aussi du syndicat des énergies renouvelables, parce que finalement on ne se quitte plus en ce moment. On était la semaine dernière à Dunkerque pour les énergies marines renouvelables, on est là ici aujourd'hui pour le biogaz. Donc finalement ça montre aussi que notre région est effectivement en pointe sur le sujet. Donc je suis très heureux de vous accueillir pour ces assises nationales, puisque vous le savez, le biogaz tient une place importante dans le mix énergétique régional en France, de par la volonté de notre président Xavier Bertrand. J'ai vu le slogan que vous aviez pris, donner une ambition à la France, ça tombe bien, parce que nous, ici, on a vraiment une ambition pour les Hauts-de-France sur ce sujet-là. Et donc, je vais vous retracer un petit peu tout ce qu'on fait avec nos partenaires sur cette question du biogaz. On a des objectifs ambitieux, comme je le disais, qui sont inscrits dans notre SRADET, dans le schéma régional de développement de territoire. Et nous nous distinguons en fait un petit peu, excusez-moi, mesdames les représentants de l'État, on se distingue un petit peu de la PPE qui nous paraît pas forcément peu ambitieuse sur le sujet, mais un petit peu en retrait quand même. Et Monsieur le Président vient de le rappeler à l'instant, pour cette filière qui est profondément ancrée dans notre territoire. Je vous rappelle que les Hauts-de-France est une grande région agricole et donc qui regarde de très près ces développements du biogaz. Le SRADET donne une part particulière au biogaz, comme je le disais, en devenant la première source d'énergie renouvelable dans notre projet, représentant 25% du total de la production d'énergie renouvelable souhaitée pour 2030. Donc c'est demain. On veut vraiment mettre le paquet sur ce sujet-là, avec majoritairement de l'injection de gaz vert dans le réseau, soit une multiplication par 10 du biogaz injecté entre 2016 et 2021. C'est dire l'importance de ce développement pour la région. Aujourd'hui, la méthanisation est une des 4 ambitions du Master Plan Bioéconomie que nous avons présenté, adopté en septembre 2018, c'est tout récent, et son développement est un axe fort de la tri dans notre région, puisqu'on est aussi une région pionnière en matière de 3e révolution industrielle. De plus, les travaux menés par la région avec tous ses partenaires, et je tiens à saluer leur implication dans ce travail, ont pour objet à la fois de structurer l'offre, bien sûr, et de développer la demande. Autre illustration de l'engagement de la région, l'institution, mais aussi des partenaires et des acteurs dans cette région pour le développement de la filière méthanisation.
C'est la signature par la région de 2 manifestes en partenariat avec tous ces nombreux acteurs régionaux. Certains sont cités ici sur ce slide, d'autres sont présents ici dans cette salle. Je citerai la Chambre régionale de commerce et d'industrie, GRDF, GRT Gaz, l'ADEME, l'ACEM Énergie Hauts-de-France, aussi la Chambre régionale d'agriculture et de nombreux autres partenaires. Ainsi, en 2016, un manifeste pour une ambition économique partagée a affiché cet objectif de faire des Hauts-de-France la première région européenne d'injection du biométhane. Et en 2017, la signature d'un manifeste pour le développement du gaz naturel véhicule, du GNV, et du bio-GNV en Hauts-de-France. Concernant le GNV, la région est en train de travailler d'ailleurs sur les moyens d'accompagner une dizaine de stations de distribution sur notre territoire. Et j'espère pouvoir bientôt vous en expliquer les modalités. On est vraiment en train d'y travailler, on termine, mais c'est vraiment, on y va à marche forcée, sans jeu de mots, sur le sujet. Et de plus, surtout, si cette filière possède un fort potentiel de développement pour nos territoires, elle favorise aussi la création d'emplois, il faut le rappeler aussi également, c'est important dans le contexte actuel, et notamment dans les territoires ruraux, c'est important également. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, le biogaz, c'est 300 emplois. 300 emplois aujourd'hui sur notre territoire, avec les objectifs de production qu'on s'est fixés ici. La projection, l'estimation dans les Hauts-de-France, c'est 5000 emplois à horizon 2030. Ce n'est pas négligeable et ça mérite une mobilisation générale de tous les partenaires. Par ailleurs, le développement du biogaz permet de créer des synergies entre les différents acteurs d'un territoire, qu'ils soient agriculteurs, je tiens à les saluer, les industriels, vous en avez parlé, Monsieur le Président, et les collectivités. Je représente la région aujourd'hui, mais d'autres collectivités sont intéressées aussi au développement de cette filière. Pour le milieu agricole, les enjeux sont multiples, je vous le rappelle, la diversification de leur activité et des revenus, c'est important dans le contexte particulier, dans l'environnement difficile qu'ils vivent aussi en ce moment et depuis pas mal de temps finalement, la valorisation des sous-produits et des effluents agricoles, l'optimisation de la fertilisation. Ils sont des acteurs de la valorisation des déchets aussi issus des entreprises voisines et de territoires. Alors je sais bien que nos agriculteurs sont très engagés, ils souhaitent l'être de plus en plus et on entend bien leur message, on travaille vraiment de concert avec eux sur cette filière ici dans cette région. La dynamique régionale, elle existe aussi au travers de la constitution du Corbi, collectif opérationnel régional du biogaz injecté. On aime les acronymes, on n'échappe pas à la règle, et qui existe depuis 5 ans. Le Corbi, en fait, regroupe l'ensemble des acteurs régionaux du biogaz et qui soutiennent ensemble la filière. Alors, l'ensemble des acteurs, publics, privés, peu importe, ce qui est important, c'est que tout le monde se travaille ensemble, tout le monde se parle, pour imaginer, accompagner le développement de cette filière et pas chacun dans son coin. C'est une nécessité véritablement d'avoir ce travail partagé. Donc avec les partenaires du Corbi, la région travaille actuellement à la diversification des sources d'approvisionnement pour éviter toute concurrence entre installations, la diversification des modes de valorisation du biogaz, valorisation électrique, chaleur, injection de gaz dans les réseaux, biocarburants, etc. Innover dans le développement des nouveaux procédés de production de gaz vert, méthanisation, on avait parlé, Monsieur le Président, il faut aussi voir les autres procédés, alors la pyrogazéification, le power to gas, et la création de la vitrine régionale. Il faut toujours une vitrine, forcément, on vit aussi dans un monde de communication, il faut faire connaître nos filières avec la création du technocentre regroupant les fonctions de production, de recherche-développement et de formation, puisqu'on parlait d'emploi. Pour avoir les emplois, il faut aussi la formation qui accompagne, et il faut que tous les curseurs puissent monter en même temps. Et la région, comme vous le savez, a un rôle non négligeable en matière de formation, et il faut qu'elle puisse accompagner de ça. Mais cet important développement génère quelques freins, malgré tout, et inquiétudes auxquelles nous devons collectivement trouver des réponses. Et je parlerai prioritairement de l'acceptabilité. Des oppositions s'organisent autour des projets de méthanisation sur le terrain. On l'a vécu, nous, au travers d'une réunion publique avec Xavier Bertrand récemment dans les Flandres, où l'ensemble du débat s'est focalisé autour des projets de méthanisation dans les Flandres. Et effectivement, on est également destinataire de nombreux courriers d'interpellation et autres au niveau de la région. Et je crois qu'il faut qu'on travaille justement à favoriser cette appropriation collective, cette acceptation, cette compréhension de ce qu'est la méthanisation aussi, aussi travailler, nous, de notre côté aussi, sur le fait d'atténuer peut-être ces impacts environnementaux, ces impacts d'insertion sur le territoire.
On a essayé d'avancer, notamment via la charte de concertation et de dialogue qui a été collégialement rédigée et adoptée. J'en remercie les rédacteurs. C'est un élément aussi, on va dire, d'amortisseur aussi sur le terrain, et l'élaboration de supports de communication apportant des réponses aux différents sujets d'inquiétude. Vous les connaissez, le bruit, les odeurs, le trafic routier, les risques d'explosion, j'en passe, et des meilleurs. C'est très important si on ne veut pas tomber dans les travers de l'éolien. Ça fait un grand débat là-dessus, mais il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, il y a l'accompagnement au développement de la filière, rechercher la compatibilité entre le développement d'unités de méthanisation avec l'utilisation de cives, culture intermédiaire à valorisation énergétique, comme matière entrante dans les digesteurs et la protection de la biodiversité. Et pour cette question des cives, suite à une réunion en décembre dernier, regroupant les élus régionaux d'ailleurs des commissions environnement et des commissions énergie, en présence de la Chambre régionale d'agriculture, mais aussi de la Fédération régionale de la chasse, puisqu'il y a aussi une inquiétude et une agitation à ce sujet-là. Il a été convenu donc la rédaction d'une charte des bonnes pratiques en matière de biodiversité autour des plans d'approvisionnement des unités de méthanisation, de façon à ce que justement cette acceptabilité soit meilleure sur le terrain et qu'on puisse progresser sur ces sujets-là. Les cives ne sont d'ailleurs pas, je précise, un critère de sélection d'un projet au financement géré par la région. Il y a également des difficultés, comme vous le savez, sur certains territoires en matière de capacité de réseau de distribution qui pourraient freiner la mise en place d'unités de méthanisation, et des réflexions doivent donc être menées avec les acteurs locaux aussi, bien sûr, sur les interconnexions des réseaux gaz afin de pouvoir absorber les nouvelles productions de biogaz en maillage de réseau et en station de rebours. Constat de la problématique d'accompagnement financier de la région des projets de méthanisation est important aussi. Je vous rappelle, et je tiens à porter à votre connaissance, qu'aujourd'hui, on assiste à une surconsommation sur les deux projets FEDER, les deux lignes FEDER Picardie et Nord-Pas-de-Calais pour la fin de période 2019-2020. Et par conséquent, les projets nécessitant une aide financière à ce titre-là pour permettre une rentabilité économique seront donc prioritaires à notre niveau. Sachez néanmoins qu'un courrier d'alerte a donc été émis par les services instructeurs régionaux afin d'obtenir des réabondements des lignes ENR et pour la méthanisation, afin de pouvoir continuer d'accompagner ces projets identifiés jusqu'à la fin de cette période FEDER. C'est un vrai problème aujourd'hui. L'accompagnement de la formation, je l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Je vois que le maître du temps surveille. L'accompagnement de la formation est un axe fort également, j'insiste aussi là-dessus, puisque comme je l'ai dit, c'est un potentiel de 5000 emplois à l'horizon 2030, 5000 ici dans la région. Donc, et à partir des 300 existants, c'est quand même particulièrement important et ça mérite donc une mobilisation et ça nécessite un travail d'accompagnement de nouvelles formations qui est en cours d'ailleurs au niveau de la région, en lien avec le futur technocentre régional qui sera basé à Saint-Laurent-Blangy. Enfin, et je terminerai là-dessus, un petit message pour les représentants de l'État, et je rejoindrai les inquiétudes exprimées par Monsieur le Président du CER tout à l'heure, les annonces nationales via le projet de PPE, qui sont pour nous particulièrement inquiétantes. Inquiétante parce que la baisse de tarifs du rachat de gaz injecté en comparaison avec le gaz naturel importé qui lui est très compétitif et la mise en place d'appels à projets nationaux à partir de seuils de production relativement bas qui ne permettront plus d'assurer une garantie de prix d'achat sur une longue durée pour les porteurs de projets. Les membres du Corbi, et je tiens à le saluer ici, à le souligner, ont adressé, la région également, il y a quelques mois, des courriers d'interpellation auprès de Monsieur le ministre de Rugy à ce sujet-là et auprès de l'ensemble des parlementaires de la région, de façon à ce qu'ils puissent les alerter d'abord et relayer cette inquiétude. Il y a besoin de modifications, il y a besoin de mouvements sur ce sujet-là. On n'abandonnera pas ce combat au niveau de la région parce que, comme je vous l'ai dit, on est une grande région agricole, si ce n'est la plus grande, et qu'on croit énormément au développement du biogaz. C'est un des piliers de notre mix énergétique et il ne faut donc pas qu'on soit gêné, entravé par ces considérations-là. L'État doit comprendre que la PPE doit se construire avec les potentialités de chaque région et la nôtre, elle est pourvue en gaz renouvelable. Donc voilà, il ne faut pas nous mettre des bâtons dans les roues, il faut qu'on puisse avancer et développer, comme je vous l'ai dit, mettre en place cette ambition, et une ambition qui n'est pas une ambition annoncée, qui est déjà une ambition réalisée, puisque de nombreux volets
que je vous ai présentés sont déjà en phase opérationnelle. Voilà, vous l'avez compris, l'attachement de la région à la production de biogaz, il est énorme, comme le potentiel qu'a ce biogaz dans notre région, et cet engagement ne faiblira pas, en tout cas de notre côté, et on espère quand même que l'État jouera le jeu à ce niveau-là et ne viendra pas pénaliser les Hauts-de-France. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes assises. Merci, Monsieur News. Merci, Monsieur News. Eh bien, face à cette double interpellation de l'État, quelle est sa réponse? Donc, nous allons tout d'abord écouter Anne-Florie Coron. Donc, j'avais l'intitulé de fonction qui était à l'écran, mais qui vient de disparaître. Voilà. Donc, vous êtes sous-directrice en charge de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques à la Direction générale de l'énergie et du climat, et donc pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est à vous. Merci. Monsieur le Président du syndicat des énergies renouvelables, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le directeur général délégué de l'ADEME, Monsieur le Président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le syndicat des énergies renouvelables pour l'organisation de la première édition des Assises nationales du gaz renouvelable dans le cadre de l'exposition biogaz. La filière de production de biométhane connaît une évolution rapide. Il est important que la profession y consacre cette demi-journée, dans une région dont on peut saluer le dynamisme en matière de développement de projets de biométhane. Alors, les chiffres ont déjà été rappelés tout à l'heure, donc 88 installations désormais, une capacité qui s'élève à 1,4 TWh par an, en progression de 75% en un an, donc une progression très importante par rapport à l'année dernière. Il faut se rappeler que la filière n'a commencé qu'en 2013, avec d'abord une production plutôt confidentielle. 6 ans après, le bilan est très encourageant, car cette filière est maintenant bien lancée. Le gouvernement a présenté en janvier 2019 ses orientations en termes de politique énergétique, avec le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette PPE porte une ambition très forte dans le développement des énergies renouvelables. Elle fixe pour 2028 l'objectif d'une accélération significative du rythme de développement des énergies renouvelables, associé à un objectif de baisse de coûts. Le projet de PPE prévoit un effort financier conséquent et inédit de l'État pour soutenir le développement de la méthanisation. L'engagement budgétaire financier est estimé à 8 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. Donc 8 milliards d'euros pour la méthanisation. Je sais que la filière de méthanisation critique la faisabilité de cet objectif de baisse de coûts. Néanmoins, le maintien de l'effort financier implique d'adapter le rythme de développement de la filière au rythme de la baisse des coûts de production. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que si une baisse des coûts est finalement inférieure à celle espérée, cela ne conduira pas à un arrêt brutal de la filière, mais simplement à un ralentissement de sa croissance. Nous sommes dans la phase de consultation sur ce projet de PPE. Le gouvernement dialogue avec la filière pour étudier les évolutions que celle-ci propose en matière de trajectoire de soutien public à la méthanisation. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de nous retrouver avec un certain nombre d'entre vous le 17 avril dernier, et Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État, a réaffirmé que les 8 milliards d'euros engagés pour la méthanisation sur les 10 prochaines années constituaient déjà un engagement très significatif vis-à-vis de la filière. Avec vous, nous avons échangé sur l'objectif de la future PPE et ses conditions associées, dont la trajectoire des coûts. Le gouvernement est par ailleurs pleinement engagé aux côtés des acteurs de la filière méthanisation pour les aider à baisser les coûts de production afin de maximiser le nombre de projets pouvant bénéficier d'un soutien. Dans ce contexte, je salue les travaux lancés dans le cadre du contrat stratégique de filière Nouveau Système énergétique que le ministre de la Transition écologique et solidaire a signé le 12 mai dernier avec la filière. Ce contrat est selon nous un outil adéquat pour atteindre cet objectif de réduction de coûts. Ce contrat constitue en quelque sorte le pendant industriel de la PPE. Le gouvernement est convaincu que la transition énergétique réussira en France si elle permet de faire émerger des entreprises françaises porteuses de solutions compétitives à l'échelle mondiale. L'engagement et l'implication des entreprises sont donc essentiels afin de développer et sécuriser durablement les technologies françaises tout en créant des emplois. La transition énergétique permettra d'améliorer la qualité de l'air et plus globalement de réduire les impacts du secteur de l'énergie sur l'environnement et la santé. La méthanisation contribue aussi très fortement au développement de l'économie circulaire.
La transition énergétique présente aussi un intérêt économique en réduisant notre dépendance aux importations et donc aux cours mondiaux des énergies fossiles, dont on a vu les fluctuations ces derniers mois. Le contrat stratégique de filière est le fruit de nombreux échanges entre les acteurs industriels et les services des ministères. Je vous remercie tous pour votre implication dans ces travaux. Le groupe de travail sur la méthanisation, lancé par Sébastien Lecornu en 2018, puis poursuivi par Emmanuel Vargon, a servi d'accélérateur pour déployer des mesures attendues par la filière. Je vais en citer 3. Soutenir le bio-GNV non injecté. C'est quelque chose qui est en cours de discussion dans la loi d'orientation des mobilités. On est en train de mettre en place un mécanisme de complément de rémunération pour encourager la production de bio-GNV directement utilisé comme carburant, sans passer par les réseaux de gaz. Ce mécanisme permettra de développer le potentiel de méthanisation des régions éloignées du réseau de gaz, en particulier pour l'usage de bio-GNV, favorisant ainsi les circuits courts et l'ancrage local des installations. La valorisation de ce biométhane non injecté est un moyen complémentaire de production de biométhane et permet de contribuer aux ambitions de notre politique énergétique pour la décarbonation du secteur des transports, en particulier pour les poids lourds. Deuxième mesure importante, la création d'un droit à l'injection pour les méthaniseurs. Le dispositif de droit à l'injection permet le raccordement de projets d'installation en créant de nouvelles capacités d'injection. C'est un engagement fort pris dans le cadre du GT méthanisation. Ce n'est plus aux producteurs de s'adapter au réseau, mais au réseau de s'adapter à la production. Et l'intérêt principal est de faire supporter les coûts de ces projets de renforcement par les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, plutôt qu'aux producteurs de biométhane. Ce dispositif est complémentaire de la baisse des coûts de raccordement au réseau de distribution et de transport qui permet déjà aux producteurs de réduire ces coûts en faisant supporter une partie du coût du raccordement par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc par les consommateurs de gaz naturel. Enfin, une troisième mesure qui vient d'être adoptée, c'est le soutien au biométhane porté, dont les textes ont été publiés début mai. Il s'agit d'une expérimentation qui permet aux projets d'installation de production de biométhane situés dans des zones moins bien desservies par un réseau gazier de bénéficier d'un dispositif de soutien adapté à leur situation pour une valorisation de leur production par transport du biométhane par voie routière jusqu'à un point d'injection mutualisé. Ce dispositif de soutien sera ouvert jusqu'au 31 décembre 2020 en attendant la mise en place du dispositif de soutien au biométhane non injecté dans les réseaux de gaz naturel actuellement discuté dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités. En conclusion, je souhaiterais vous dire qu'au-delà de la PPE et des mesures déjà engagées, le gouvernement continue à développer les mesures nécessaires au développement de la filière, le lancement d'un appel d'offres avec toujours le guichet ouvert qui restera accessible aux plus petites installations, avec un seuil qui devrait se situer autour de 25-30 gigawattheures par an pour faire la distinction entre les deux dispositifs de soutien. Dans le cadre de la loi énergie-climat qui va prochainement arriver au Parlement, le gouvernement étudie la possibilité d'étendre au projet de production de biométhane le dispositif de financement participatif dont bénéficient déjà les projets de production d'électricité à partir de sources renouvelables. L'acceptabilité locale des projets est un facteur essentiel pour la réussite de la transition énergétique et l'accélération de ces projets implique l'adhésion des citoyens. Ce dispositif de financement participatif devrait y contribuer. Je vous remercie. Merci. Merci Madame Coron. Nous allons poursuivre avec cette fois le point de vue du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation par la voix de Nathalie Guédon, adjointe au sous-directeur en charge de la bioéconomie à la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et pour l'organisation de ces premières assises sur le gaz renouvelable qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, je vais commencer mon intervention par un petit focus sur la bioéconomie, le fait que, effectivement, ces assises et le gaz renouvelable s'inscrivent complètement dans la bioéconomie qui couvre l'ensemble de la valorisation de la biomasse, alimentation, mais aussi énergie, matériaux et chimie, qui permet donc de passer d'une économie fondée sur des ressources fossiles à une économie compétitive et durable fondée sur du carbone renouvelable, tout en respectant, et c'est très important,
l'équilibre entre les différents usages, donc en particulier sécurité alimentaire et besoins non alimentaires, et en préservant bien sûr la biodiversité. Au niveau donc, du gouvernement, donc, une stratégie nationale bioéconomie a été lancée en 2017 et elle a été complétée l'année suivante par un plan d'action qui permet de la décliner en mesures opérationnelles afin de déployer de façon justement opérationnelle la bioéconomie sur les territoires. Je salue ici l'engagement de la région Hauts-de-France qui participe à cette dynamique d'une manière très active et pionnière également. Donc Monsieur Nious l'a présenté tout à l'heure, puisque la région a lancé un plan bioéconomie à horizon 2025 qui permet d'engager donc les différents acteurs dans cette dynamique qui est très importante. Alors, pourquoi parler de la bioéconomie aujourd'hui? Parce que, bien sûr, la méthanisation agricole s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. C'est un des piliers important de cette stratégie et on va en parler aujourd'hui puisque bien sûr elle produit du gaz renouvelable notamment. Alors quels sont les enjeux de la méthanisation agricole? Je vais passer rapidement puisque les enjeux ont déjà été bien décrits précédemment, mais pour redire quand même qu'elle permet de s'inscrire dans la transition agroécologique et énergétique par la production d'une énergie renouvelable, stockable et valorisable sous forme d'électricité, de chaleur ou de gaz renouvelable, qu'elle permet également de répondre aux enjeux d'atténuation du changement climatique par la captation des gaz à effet de serre, notamment le méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant, émissions liées au stockage des effluents d'élevage et à la décomposition des déchets organiques, donc un enjeu très important par rapport au climat. Par la production d'un digestat, ça a été rappelé tout à l'heure par le président Ball, qui est riche en azote minéral et qui permet une meilleure gestion de l'azote issu des effluents d'élevage et offre une alternative intéressante aux engrais et fertilisants de synthèse, et puis par la création d'un complément de revenus pour les exploitations agricoles. Donc c'est pourquoi le ministère en charge de l'agriculture soutient l'émergence de cette filière de manière active. Et cet engagement s'était traduit notamment en 2013 et donc a été poursuivi depuis, notamment via le plan énergie, méthanisation, autonomie, azote, le fameux plan EMA, qui est bien connu, qui a été lancé donc en 2013 et qui est coporté avec nos collègues du ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, quels sont les soutiens publics existants? Alors, simplement pour les rappeler, parce que certains ont déjà été évoqués précédemment. Donc, plusieurs mécanismes de soutien permettent d'accompagner le développement de la méthanisation agricole. Par exemple, des aides à l'investissement qui sont proposées par l'ADEME via le fonds déchets, le fonds chaleur, qui sont proposées également par les conseils régionaux, certaines agences de l'eau et des fonds européens, notamment le FEADER et le FEDER, qui sont des leviers financiers très intéressants et importants à mobiliser. Également des aides au fonctionnement qui ont été mises en place, notamment donc pour la filière cogénération, par exemple en termes de tarifs d'achat d'électricité produite, mais également donc pour la filière biométhane, avec là aussi des tarifs d'achat du biométhane qui sont très importants et qui ont été évoqués précédemment par Anne Flory. Alors, où en est-on actuellement pour faire un focus sur le développement des installations de méthanisation agricole? Alors, en 2018, une barre symbolique qui a été franchie, la barre des 400 méthaniseurs qui a été franchie. Donc, c'était évidemment un moment important, ce qui revient au fait que leur nombre a été multiplié par 10 depuis 2012. Donc, c'est évidemment significatif et nous nous félicitons de cette belle avancée qui a été permise par un travail collectif que je voudrais saluer ici grâce à l'engagement de tous, les ministères, mais également l'ADEME qui a accompagné la filière et a soutenu l'investissement, et puis surtout par l'implication du monde agricole dans cette nouvelle activité, et en particulier les agriculteurs qui ont osé se lancer pour être parmi les pionniers à développer donc cette méthanisation agricole. Donc, comme on le voit, la dynamique est largement enclenchée et nous nous en félicitons, mais des freins persistent, d'où l'idée effectivement de mettre en place des actions, des mesures qui permettent d'aller plus loin et de contribuer à la levée de ces freins. Et en termes d'actualité, donc différentes mesures ont été lancées. Alors je vais en citer simplement 3, donc en complément de ce qui a été dit effectivement précédemment
par les trois interlocuteurs précédents. Donc, pour rappeler alors la création du droit à l'injection qui a été citée déjà dans le cadre de la loi qui a fait suite aux États généraux de l'alimentation, la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable qui a été promulguée le 1er novembre 2018, donc une avancée importante. Citer également, vous en avez certainement déjà entendu parler, le lancement du prêt sans garantie qui a été qui est mis en place. Je suis heureuse de l'annoncer aujourd'hui puisque le dispositif est maintenant opérationnel, qui a été mis en place dans le cadre du grand plan d'investissement qui a été lancé par le gouvernement en 2018. Qui permet de répondre à la difficulté pour beaucoup de porteurs de projets d'installation de méthanisation agricole, difficulté à mobiliser les capitaux permettant d'investir et permettant de boucler le tour de table financier. Donc, l'objectif de ce prêt sans garantie est de faire émerger 400 projets de méthanisation agricole supplémentaires dans les 5 années. Donc, l'objectif est ambitieux mais réaliste selon nous. Et donc, pour ce faire, le ministère en charge de l'agriculture a mis en place un fonds de garantie qui est abondé d'un montant de 25 millions d'euros et a demandé à BPIFrance de mettre en place une offre de prêt sans garantie qui est dédiée au projet de méthanisation agricole afin justement de contribuer à faciliter le bouclage des tours de table financiers. Et donc, sur la base de ce fonds de garantie de 25 millions d'euros, ce sont 100 millions d'euros de prêts qui pourront ainsi être accordés. Donc, cet outil est aujourd'hui opérationnel, c'est une étape importante, et les porteurs de projets sont invités à se rapprocher de leur direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour en connaître les modalités et conditions et pour déposer des dossiers que nous espérons nombreux. Et puis, donc, troisième élément, pour citer, ça a été également cité par M. Nious tout à l'heure, l'importance des cultures intermédiaires à vocation énergétique et leur place dans l'approvisionnement des unités de méthanisation. Donc ça, c'est un des tout récents chantiers qui a été lancé par le ministère, donc les fameuses CIV, donc afin de permettre donc la poursuite de la recherche, du développement et de la formation concernant l'utilisation de ces cultures qui sont importantes par rapport à la méthanisation. Voilà, donc pour conclure maintenant, une actualité qui est importante et qui est riche, beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre et qui ont permis à de nombreux projets de voir le jour, donc c'est vraiment de belles avancées. La mobilisation collective est donc à poursuivre pour que la méthanisation agricole puisse contribuer à se développer au mieux de son potentiel et dans une logique bien sûr de développement durable et de communication. Ça a été largement dit tout à l'heure, c'est un enjeu qui est plus seulement émergent, qui évidemment pose des questions sur de nombreux territoires et auxquels il est important d'apporter de l'explication, de la pédagogie et de la transparence pour faire que ces projets soient ancrés au mieux dans les territoires et bien compris par nos concitoyens. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Guédon.